Et on enchaîne à présent avec Enjeu patrimoine. L'un des grands enjeux de ce début d'année 2021 était d'orienter l'épargne des Français accumulée durant la crise sanitaire vers l'économie réelle et le financement des entreprises. Où en est-on aujourd'hui alors que l'année touche à sa fin? Nous avons le plaisir de recevoir pour en parler Grégory Soudjougjian, le directeur général de Rétorès Finance. Bonjour Grégory Soudjougjian. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors l'année 2021 touche à sa fin. Bon, il reste encore quelques semaines, mais elle touche à sa fin. Quels sont les constats que vous faites à propos de la gestion de l'épargne des Français sur cette année? Vaste sujet. Vaste sujet, c'est ça. On va essayer de regarder quand même si on a un peu plus financé l'économie réelle ou pas. Ça, il est un peu tôt pour faire un bilan, mais en même temps pas trop tard. C'est ça. Donc du coup, effectivement, on sort de 2020, une année 2021 où le vaccin est arrivé à modifier un petit peu le comportement des épargnants. Il se trouve qu'en fait, lors de ces derniers confinements, les épargnants n'ont pas pu justement dépenser leur épargne et donc du coup, ils ont accumulé de l'épargne. On reste toujours les champions de l'épargne en Europe. Et ils l'ont accumulé sur des comptes à vue, des comptes à dépôt, des livrets A, évidemment. Les livrets A, les comptes à vue, malheureusement, les épargnants, enfin les rendements ne sont pas au rendez-vous, mais en tout cas, la collecte est au rendez-vous et ils sont toujours en tête des produits préférés des Français. Donc aujourd'hui, on sent des prémices, en revanche, sur des comportements des épargnants qui semblent flécher leur épargne différemment. D'accord. Avec des thèmes, flécher leur épargne pour avoir plus de capitaux à horizon 10-15 ans, pour répondre à une problématique d'érosion monétaire, problématique retraite, flécher leur épargne aussi vers le monde réel, l'économie réelle, flécher leur épargne aussi vers des thèmes. Aujourd'hui, on sent vraiment que les épargnants, en tout cas nos clients, ont besoin de mettre du thème dans leurs investissements et d'être dans l'économie réelle. D'accord. Donc on sent effectivement ce besoin de thématique, ce besoin d'économie, enfin de financer les entreprises. Qu'est-ce que, si je comprends bien, c'est qu'on va vers l'économie réelle parce que c'est un placement de long terme et qu'en plus de ça, ça permet de s'assurer une retraite par exemple ou autre, ou on y va parce qu'il y a aussi cette notion de contribuer finalement à la reprise économique? Moi, je crois, Nicolas, que les contribuables et les épargnants ont compris qu'il y avait un risque à épargner sur du sans risque. D'accord. C'est un petit peu bizarre de dire ça, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience générale sur l'érosion monétaire, sur le fait d'avoir des rendements sans risque. Et de plus, avec ce qui s'est passé sur 2020 et 2021, l'économie réelle a un vrai impact. Je pense que les épargnants veulent guider, flécher leur épargne différemment. Donc oui, sur les actions, oui, sur l'immobilier, oui, sur les investissements dans les sociétés en direct, donner du sens. Donc ce que vous nous dites, c'est que le fonds en euros est mort et c'est plus que les professionnels qui le disent, c'est que les épargnants commencent à y croire, commencent en tout cas à le considérer également. En tout cas, il est mort, non pas totalement, parce qu'il y a encore une épargne qui est sur ce fonds en euros. Il y a toujours des rythmes d'épargne importants, parce que le sans risque est plébiscité. Il y a vraiment une envie, et on le voit bien au sein du patrimoine de nos clients, beaucoup arbitrent du fonds en euros vers d'autres unités de compte, plus risquées, pour augmenter la valeur de leur patrimoine à terme, pour augmenter aussi leur rendement immédiat et financer peut-être leur retraite de demain ou les études de leurs enfants. Donc oui, forcément, il y a aujourd'hui une prise de conscience que le fonds en euros, la structure du fonds en euros, c'est des dettes souveraines. Or, on vous a pas... Bien sûr, oui. Il suffit de regarder le niveau des taux pour comprendre effectivement qu'on ne peut pas faire de miracle. Un mot de l'immobilier, vous l'avez évoqué avant d'aller vraiment sur le financement en direct des entreprises via du private equity. C'est un des placements préférés des Français. Toujours le péché mignon. Et on peut imaginer que ça offre peut-être un peu plus de garantie. C'est ce qu'on entend, en tout cas chez certains professionnels ou autres. Est-ce que du coup, cette épargne qui sort des fonds en euros ou qui n'y va plus, en tout cas, parce que j'ai pas l'impression qu'elle sorte, j'ai plus l'impression qu'elle y va moins, n'est pas automatiquement réorientée vers des placements immobiliers plutôt? L'immobilier reste un produit phare dans le patrimoine des Français. C'est le premier investissement généralement? C'est toujours le premier investissement. L'acquisition de la résidence principale, l'acquisition de l'immobilier. L'immobilier a une vertu, c'est la valeur refuge dans la tête des épargnants. Et aujourd'hui, bon nombre des épargnants on va dire, orientent leur épargne du fonds en euros vers des unités de compte immobilières au sein de leur contrat d'assurance vie. Parce que l'offre des unités de compte immobilières devient pléthorique. Attention à donner des thèmes aussi. Il y a des thèmes aujourd'hui qu'il faut peut-être mettre en avant par rapport à... Et donc là, les conseillers en gestion de patrimoine sont là pour vous guider. Unité de compte immobilière, on est d'accord qu'on parle de SCPI, OPCI ou autre. Exactement.
OPCI, SCPI et SCI. Et donc là, vous dites qu'il faut regarder des thèmes aussi, c'est-à-dire des thèmes d'investissement en immobilier, c'est-à-dire des secteurs d'activité par exemple Des secteurs d'activité. Je pense que ça, c'est très important aussi de vous faire guider dans ces choix-là, parce que évidemment qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui est différent de celui d'hier et de demain, et que les choix, par exemple, de la logistique ont été très payants sur les 2 ou 3 dernières années avec l'explosion du e-commerce. Les choix du tertiaire, de tout ce qui a trait à la santé et au médical, on voit les collectes au sein des SCPI qui sont dédiées à ces thèmes-là, qui sont monumentales depuis le début de l'année 2021. Évidemment qu'il faut construire ce portefeuille pour qu'il soit résilient et robuste. Oui, alors le financement des entreprises maintenant. Il suffit de regarder les marchés actions pour se rendre compte que quand il s'agit d'investir dans des entreprises via un marché financier, il y a eu effectivement un certain nombre de gens qui étaient au rendez-vous. Est-ce que ça s'est limité au marché actions ou le private equity commence lui aussi à se faire sa place dans les portefeuilles? Je suis content que vous m'en parliez. Le private equity tend à se démocratiser. D'accord. Et c'est vraiment un long travail de pédagogie à faire aussi. Parce que dans la tête de beaucoup, le private equity est rempli de contraintes, contraintes de liquidité très risquées. Et au final, vous vous apercevez que s'il y a une pédagogie dans l'approche du private equity, il se doit d'être inscrit dans le patrimoine des épargnants français. Pourquoi ? Parce qu'il offre un rendement très intéressant et il participe au développement de l'économie réelle. Le private equity, pour rappel, c'est investir dans les sociétés non cotées qui cherchent à se développer. Et investir dans les sociétés non cotées qui cherchent à se développer, c'est créer de l'emploi, c'est créer un nouveau secteur d'activité, des nouveaux thèmes. Et je pense que ça a du sens aussi pour les épargnants. Quels étaient les freins que vous pouviez identifier au début de l'année 2021 qui auraient été levés sur cette année en matière de private equity? En matière de private equity, le principal frein, c'est les conditions de blocage de votre épargne. Bien sûr, on investit sur une durée plutôt longue, au minimum 8 ans, c'est ça, 8-10 ans, ça dépend des sociétés de gestion avec lesquelles on travaille? Exactement. Et puis vous avez 2 thématiques de private equity. Il existe le private equity immobilier, où là vous allez financer des opérations immobilières. Les fonds vont collecter de l'argent pour le déployer dans 10, 15, 20 opérations immobilières dans les grandes métropoles. Et donc là, du coup, le blocage de votre argent est plus court. Minimum 3 ans, maximum 6 ans. D'accord. Avec des taux de rendement qui vont de 8 à 10% net. Vous avez du private equity plus classique, où là, l'horizon d'investissement est plus long. Parce que, effectivement, vous devez investir dans les sociétés et cet investissement se doit d'être rentabilisé. Bien sûr. Donc là, les principaux freins qui étaient le blocage, ils y sont toujours parce que c'est entre 5 à 10 ans d'investissement. D'accord. Avec des retours sur investissement qui sont néanmoins extrêmement impressionnants, entre 10 et 12% par an. Si on veut investir aujourd'hui dans une entreprise, donc il y a 2 façons de le faire. On investit ou via un marché financier ou en private equity directement. On a cette idée de manière assez générale que les marchés financiers sont volatiles et donc risqués. Est-ce que c'est cette même idée en matière de private equity, puisque finalement on n'a pas les graphiques sous les yeux toute la journée, on n'a pas parfois des unes sur le CAC 40 à 7000 points ou le CAC 40 qui chute drastiquement. Est-ce que qu'en est-il de la volatilité en private equity? Là aussi, vous avez raison, Nicolas, c'est que les freins ont été levés là-dessus, sur ce point-là. Les épargnants comprennent de plus en plus que le private equity contre un peu cette turbulence de marché, cette volatilité des marchés. Parce que si vous choisissez bien les équipes de gestion, c'est une classe d'actifs qui, depuis des années, montre cette résilience. Et peu importe le cycle dans lequel vous investissez, le timing est important, oui, je suis d'accord. Mais en revanche, vous n'êtes pas tributaire d'une volatilité à un jour J ou à un mois donné sur une crise sanitaire, sur une crise de confinement, sur une crise obligataire. Vous êtes sur un temps plus long qui, du coup, a des vertus sur justement cette volatilité. On investit dans quoi concrètement quand on investit en private equity? On investit dans des PME françaises, dans des grandes entreprises également? On finance un projet particulier ou on accompagne le projet plus général de l'entreprise? Alors, c'est une bonne question. Il y a 4 grandes familles de private equity. Il y a ce qu'on appelle le venture capital, où là, vous allez investir dans des sociétés qui sont presque en amorçage. C'est extrêmement risqué. Donc au tout début du cycle de vie de l'entreprise. Exactement, c'est très risqué, avec des taux de chute importants, mais aussi parfois des très très belles histoires. Donc là, on cherche le nouveau Google ou le nouveau Facebook. Quand exactement, on fait ça, et là, il faut être très vigilant et aller voir les spécialistes et aussi avoir une granularité dans vos investissements parce que c'est important qu'il y ait une diversification. On ne peut pas miser tout sur une société. Bien sûr. Oui. Vous avez une deuxième grande famille qui s'appelle le LBO, d'accord. Une deuxième qui c'est la croissance et la troisième qui s'appelle le recovery, où là, vous investissez dans les sociétés qui sont en difficulté et vous espérez, avec les financements que vous injectez, pouvoir retourner la société et la faire devenir désormais plus rentable. Les 2 classes d'actifs les moins risquées sont celles que j'ai précitées en deuxième et en troisième, à savoir le private equity de croissance et de LBO.
qui sont, elles, du coup, moins risquées parce qu'on est sur un rythme de croisière de l'entreprise. On n'est ni au début, ni potentiellement sur des difficultés. Et donc, ça permettrait d'avoir un petit peu moins de risques sur ces sujets. Ça reste risqué quand même, ça reste risqué. Ce sont des sociétés qui sont matures, en tout cas, qui ne sont pas en amorçage, qui ont des projets d'investissement, des projets de croissance externe, des projets de développement, d'acquisition. Et aujourd'hui, vous investissez dans des sociétés qui sont déjà établies, moins risquées, certes. Néanmoins, vous investissez sur des actifs risqués dont les capitaux ne sont pas garantis. Vous nous avez parlé de thématiques d'investissement également, ou en tout cas, on veut choisir une thématique. Il y en a une, moi, qui me vient en tête, qui n'est même plus forcément une petite thématique ou une thématique et qui tend à devenir la norme dans l'investissement. C'est tout ce qui est investissement socialement responsable ou investissement à impact, effectivement, puisque selon les termes envisagés, les réalités ne sont pas exactement les mêmes. C'est quelque chose dont vous avez vu cette montée en puissance encore sur l'année 2021 sur ces sujets-là ? Incroyable. Ouais. Ça ne peut pas être... du point de vue même des investisseurs, tout à fait. Une demande des investisseurs quand ils passent la porte de votre bureau qui vous disent maintenant je veux faire de l'ISR ? Tout à fait. C'est une demande aujourd'hui. Alors, et ce n'est pas une question de génération. Ce n'est pas des générations de la nôtre. Hein. Bien sûr. C'est aussi celle de nos parents et de nos grands-parents qui nous disent je veux un monde meilleur demain, je veux être sûr que les sociétés dans lesquelles j'investis, les fonds dans lesquels j'investis, raisonnent avant d'investir et veulent donner un impact. Donc oui, vous avez les labels ESG, vous avez les labels ISR, vous avez aussi aujourd'hui des plateformes qui vous donnent accès à des investissements qui sont en accord à 100% avec les accords environnementaux, où vous avez exactement l'impact de votre investissement à l'instant T. Donc, que ce soit un impact environnemental, un impact climatique, un impact sur la parité, hommes-femmes. Il y a énormément aujourd'hui de sujets qui sont traités et qui sont importants. Et nos épargnants, nos clients, nous demandent de mettre ce thème-là dans les portefeuilles. D'accord. Et même, par exemple, pour le coup, si je reviens au private equity, ça veut dire qu'on peut faire de l'investissement direct en entreprise ISR, parce que en fait, l'ISR, on comprend la thématique générale. Quand on veut investir, on comprend qu'on peut investir dans des fonds. Mais si jamais j'investis dans une PME française qui fait des bouchons de stylo, par exemple, j'ai du mal à comprendre en quoi c'est ISR ou en quoi ça n'est pas ISR. Vous avez raison, mais là, au sujet du private equity, évidemment qu'on s'aperçoit que les performances des sociétés qui mettent en avant ces systèmes d'investissement, en tout cas ces volontés d'investissement, vont être meilleures. Donc du coup, évidemment que les gérants de private equity sont très regardants à la qualité environnementale, d'impact que donne la société dans laquelle ils investissent. C'est un critère aussi de sélection. Pas tout le temps, on est d'accord, mais évidemment que ça se doit d'être dans le scope et dans les filtres de réflexion. Un mot sur les performances de l'ISR. Vous nous dites que les performances sont meilleures. Pourquoi ? Parce qu'il y a une prise en compte de risques plus large, notamment des risques extra-financiers, c'est ça ? Tout à fait, exactement. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, après, il y a aussi le fait que tout le monde demande cette thèse-là. Il y a énormément d'investissements qui sont faits. Je prends des fonds aujourd'hui qui investissent sur la clean energy ou sur l'eau. Évidemment que ce sont des thèmes majeurs. On ne peut pas se passer dans un portefeuille d'un de nos clients de ces thèmes-là aujourd'hui. Et des investissements colossaux vont avoir lieu cette année, dans les années à venir, ce qui fait qu'il y aura de toute façon une croissance sur ce secteur. Bon alors du coup, on a tenté de faire un premier bilan de 2021. On a évoqué ces fonds en euros qui sont moins à l'ordre du jour, avec potentiellement une réorientation vers des unités de compte immobilières. On a parlé de l'investissement dans les entreprises via marché financier ou surtout via private equity. On a parlé de l'ISR. Est-ce qu'il y a d'autres grandes tendances qu'il faut mentionner sur ce pré-bilan 2021 quelque chose que vous avez vu effectivement tout au long de cette année ? Tendance, peut-être pas. Tendance de fond, non, mais peut-être des prémices. D'accord. Il y a quand même quelques épargnants depuis quelques trimestres qui nous disent les cryptos. Ah, ils viennent vous voir pour les crypto-monnaies, est-ce que vous savez en faire Donc, évidemment, c'est dans les tribunes des médias, ça fait la une de tous les médias financiers et même autres que financiers, avec des croissances du Bitcoin et de l'Ethereum. Bien sûr, oui. Mais c'est amusant qu'ils viennent vous voir, vous, et qu'ils ne le fassent pas directement sur une plateforme. C'est compliqué encore. Ouais. Tout le monde peut y avoir accès. Mais je parlais des générations, la nôtre, celle de nos parents ou autres. C'est difficile, il faut ouvrir un compte. Et eux aussi viennent... Bien sûr. D'accord. Ouais. Bien sûr. Et il faut ouvrir un compte, avoir un compte à l'étranger, il faut garder ses codes. Pour eux, c'est nébuleux. Ils se disent juste comment faire. Et donc, évidemment que ce sont des questions. Être spécialiste, aujourd'hui, nous ne le sommes pas. On peut apporter quelques conseils. Néanmoins, on se rapproche de spécialistes. D'accord. Et on voit bien qu'aujourd'hui... Donc, c'est pas un no-go pour vous. Ah non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et on est même plutôt dans le go. D'accord. Le no-go, parce que nous sommes en train d'essayer de faire référencer des fonds de cette thématique-là au sein des contrats d'assurance vie de nos clients. On va y arriver.
Et il en existe 2 aujourd'hui. Un qui est destiné à des investisseurs plus professionnels, où le ticket d'entrée sera important, et l'autre plus retail, où le ticket d'entrée sera moins important. Mais ça va être possible, et je pense que ça va se démocratiser très grandement. Eh ben, vous viendrez nous en parler quand ce sera, avec grand plaisir. Quand ce sera fait, effectivement, des fonds crypto-monnaies en assurance vie. Effectivement, attention à la volatilité. Attention à la volatilité, exactement. Il faudra voir effectivement quels sont les pourcentages qu'on y met. Merci beaucoup, Grégory Soudjougjian, d'être venu faire avec nous un pré-bilan de cette année 2021 en matière d'investissement avec un focus sur le private equity. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Retores Finance. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.